Mes amis, ici Captain Zool et bienvenue dans ce dernier épisode de ma trilogie de vidéos sur le mystère de Gaster, pas du tout accompagné de Captain Hype. Délicieuse cookie. Notamment même faire pression sur Enzoul pour ce que j'ai fait pour Gaster est une bonne idée. Mais qu'est-ce que... Mais Enzoul lâche ce micro. Captain Zool, conclusion. Bon, bref... t'en étais où du coup? Vous qui regardez là, soyez gentils et faites comme si c'était moi qui avais fait l'intro, merci. Ceci est donc le dernier épisode de mes théories sur Undertale et va apporter une conclusion à tout le mystère de l'homme qui parle avec les mains. Si vous n'avez pas vu les deux premières parties, d'ailleurs, vous connaissez la chanson, la playlist est dans les fiches en haut à droite, et puis sinon, surtout, essayez de rester jusqu'à la fin puisqu'il y aura une annonce importante au timecode à l'écran. Et sans plus tarder, je pense qu'on va pouvoir commencer, terminer en soi. Voilà, vous m'avez compris quoi. Transition. Time blowing theories. Partie 5. Origin. Avant de repartir dans le sujet lui-même, il va nous falloir introduire les dernières parties qui vont suivre, avec une partie / parenthèse transitoire. Jusqu'à présent, nous avons donc déterminé que Gaster, ancien scientifique royal d'Asgore, suite à une rumeur liée aux deux personnes l'accompagnant, supposément Clamgirl et Suzy, disant qu'il n'était pas vraiment si compétent que ça, a construit une machine capable d'aspirer le monde entier en un point. Mais suite à une erreur, l'expérience aurait échoué et Gaster aurait été totalement effacé du monde, ne laissant que des traces transcendant la réalité, les fragments, dont les principaux seraient Sens et Papyrus, et dont le but inné serait de ramener Gaster à la vie. On sait donc presque tout en soi, qui était Gaster, plus ou moins ce qui lui est arrivé, et ce qu'il reste de lui maintenant, non? Pourquoi on a besoin d'une vidéo supplémentaire là? C'est vrai que beaucoup de gens s'arrêteraient de chercher là. Mais quand moi et Enzoul en sommes arrivés là, nous sommes rendus compte que nous n'étions étonnamment pas du tout satisfaits du résultat. Il manquait quelque chose. Une quatrième question, en plus de qui il était, ce qui lui est arrivé et ce qu'il est maintenant, qui permettrait de dire que Gaster était probablement résolu, mais à laquelle notre théorie ne répondait pas sur le moment. Et cette question c'était pourquoi? Mais vraiment, tout ce mystère c'est très bien, mais pourquoi? Quelle est la raison principale pour laquelle Toby ressent le besoin de nous raconter cette histoire? De cette façon-là en plus. Cet épisode aura donc pour but, en plus d'éclaircir les points déjà abordés en les élargissant énormément, surtout sur ce qui est arrivé à Gaster durant son expérience fatale, et c'est les deux là qu'on va repartir dans quelques minutes, de comprendre la logique qu'a eu Toby dans cette histoire. Mais arrêtons-nous 2 secondes pour réfléchir justement aux éléments de réponse qu'on peut déjà donner à cette question du pourquoi. Comme beaucoup dans la communauté l'ont pointé jusqu'à présent, et avouons-le, c'est un petit peu un jugement rapide de gens coincés dans le mystère, c'est possible mais loin d'être prouvé, et que ce soit uniquement, ça l'est encore moins. Avoir un mystère comme Gaster, ça fait parler les gens et ça fait de l'excellente pub. À vrai dire, j'ai l'impression que la plupart des jeux indés à gros succès ces dernières années sont des jeux avec des mystères. Peut-être que Toby a pensé à ça, qui sait, mais peut-être pas. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas grand-chose sinon en fait. Il y a grossièrement 2 possibilités pour le reste. Soit, comme certains l'affirment, un peu sans preuve, Gaster est un reste de personnage qui était initialement prévu dans le jeu et qui fut coupé, puis que Toby a laissé pour faire un mystère, et donc probablement pour la raison qu'on vient d'énoncer, c'est-à-dire faire parler du jeu. Soit Gaster a véritablement une histoire qui s'intègre à l'univers actuel du jeu et qui porte probablement un message comme le reste du jeu. Et évidemment, sans surprise, nous croyons plutôt à la seconde possibilité, qui explique le nombre astronomique d'indices cryptiques qui n'auraient aucun sens sinon, et ne pointe pas vers le fait que le personnage ait été coupé du jeu dans un but de storytelling ou autre. Enfin, presque, parce qu'on ne s'oppose pas totalement à l'autre possibilité. Étendons cette parenthèse pour parler des origines de Gaster. Pas dans la diégèse, l'univers du jeu, mais dans la réalité. Vous aurez peut-être remarqué que dans le second épisode, lorsque nous disions que les autres liens que la fragmentation entre Gaster et les frères squelettes ne se tenaient pas car n'avaient absolument aucun argument, il y en a un qui était pourtant mentionné dans l'extrait de conversation entre Captain et moi-même, qu'il avait placé dans la première partie, que nous n'avons pas du tout cité. La possibilité que Gaster soit leur grand-père. Pourquoi on ne l'a pas cité là? Parce que, et bien que je le précise en le criant haut et fort, ça ne nous semble pas suffisant du tout par rapport aux billions qu'il y en a pour la théorie des fragments, et donc que nous n'y croyons pas une seule seconde. Il existe un argument pour le fait que Gaster soit leur grand-père. Et cet argument se nomme semi-sérif. T'as vu qu'ils ont semi-sérif?
Eh ben, it's easy, it's juste police d'écriture. Non, plus sérieusement, comme vous le savez probablement, Undertale avant sa sortie a été un projet Kickstarter. Et pour soutenir sa bonne foi dans le projet et montrer ce qu'il comptait faire, Toby l'avait accompagné d'une démo. Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est que cette démo fut à l'époque traduite en coréen, de façon assez officielle puisque Toby a légèrement aidé. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette traduction semblait être basée, volontairement ou non, sur une version un peu plus avancée du jeu, avec des choses supplémentaires dans sa data, dont quelques références, avec l'appel de la pizza d'Alphys, qui devait initialement lui être lié à un personnage du nom de Grenpa Semi. Grand-père Semi, donc. Une référence directe à la police d'écriture dont on vient de parler, le semi-sérif. On a toujours une trace de lui actuellement dans le jeu, puisqu'on le retrouve dans cette musique qui à l'époque était nommée Grandpa Semi, donc. Vous reconnaîtrez le début de Metal Crusher ici, mais il faut savoir qu'elle est toujours utilisée dans le jeu, depuis la 1.01 par Temi, sous le nom de Grandpa Temi, nom qui fait donc référence à son utilisation originale puisque Temi est ici mal écrit et ça se rapproche plus de Semi. Ce Grandpa Semi, ou semi-sérif, avait donc un nom de police d'écriture et était ainsi le grand-père de certaines personnes. Donc on le soupçonnait très clairement d'être le grand-père de Sens et Papyrus, qui fut au final coupé du jeu, et par extension d'être ce qui a plus tard donné Gaster, de par leur concept de base similaire. L'anecdote la plus excellente dans cette histoire, et pour le coup c'est encore une exclue, j'ai vu personne en parler, c'est que Toby nous l'a confirmé totalement depuis, en essayant de nous le cacher en plus. Pour ça, il va falloir observer de près ses tweets sur certains concept art qu'il n'a pas mis dans l'artbook, et qui sont ses premiers schémas de ce qu'il voulait faire avec Undertale. À côté d'un magnifique papyrus avec un feutre, il est écrit que ce dernier a un frère nommé Comic Sense, et un Redacted, nommé Redacted. Alors évidemment, tout le monde a crié « Gaster ». Sauf que non, ce serait bien trop facile, regardez bien ce qui est caché là. D'abord, on doit avoir deux mots, ou un seul séparable, pourquoi pas, pour la fonction du personnage, puis un ou plusieurs mots qui soient assez longs, mais pas trop non plus, pour le nom du personnage. Aucune des propositions faites avec Gaster ne fonctionne, alors qu'est-ce qu'il y avait d'écrit? Vous vous en doutez déjà, c'est Papyrus a un frère nommé Comic Sense et un grand-père nommé Semi-Sérif. Et là, tout de suite, ça rentre parfaitement et ça confirme toutes nos suspicions. Alors non, là, t'as pas prouvé le lien avec Gaster, faut pas déconner non plus. Bien sûr que si, je viens de le faire. Franchement, qui ici, en voyant ce message, ne s'est pas dit « Ok, ça a un lien avec Gaster », sans se poser plus de questions? La grande majorité. Et pourquoi? Parce que c'est le seul truc que Toby nous cache officiellement. Les autres sujets sur lesquels on théorise ne sont pas des mystères dont Toby parle, ou bien ce sont des mystères que Toby ne tient pas à garder cachés. La différence de Gaster, c'est que Toby joue avec nous sur ce mystère. Il le fait très peu, mais il le fait un peu. En supprimant ses anciens tweets, parlant de lui, en envoyant des indices cryptiques au pif, ou même en nous narguant juste pour le fun. Et il le refait là, des différentes pages de concept art qu'il a montré ici, ce personnage-là, qui devrait donc être un personnage coupé et sans plus, comme beaucoup d'autres qu'il montre, est le seul qu'il a censuré volontairement. Et donc on est certain à plus de 95%, disons, que Semi-Sérif a évolué au cours du développement du jeu en le personnage de Gaster. Et vous ne serez pas sans remarquer que cette idée que Gaster ait un lien malgré tout avec le fait d'être coupé du jeu est directement en parallèle avec Redacted, dont on a déjà parlé en partie 1. Un personnage qui a directement été édité hors de la réalité donc. Pourrait supposer, sans plus de preuves, c'est juste une hypothèse, que Redacted fait donc autant référence à Gaster qu'à Semi, ce qui expliquerait un des événements liés à lui, l'une des salles coupées du jeu, la salle de l'étable de Redacted, qui est une étable à la place de la ferme de Blook et qui aurait pu être à l'endroit où Semi devait initialement vivre. Ça ou bien c'est Gaster qui s'est installé ici pour aller vers Hotland, avant même d'avoir construit le corps. Après tout, l'auteur des panneaux de Waterfall reste inconnu à ce jour, et Gaster serait un bon candidat s'il était passé dans le coin. Bref, ça nous éclaire sur d'où vient l'idée de Gaster pour Toby à la base, mais ça ne nous explique pas ce qu'il a d'important maintenant. Et donc, sur l'évolution de cette idée, commençons donc vraiment l'épisode. Partie 6, Absolute. Comme nous le disions la dernière fois, Gaster a, durant l'expérience de l'entrée 17, créé une machine similaire à l'Hypergunner d'Azriel, puisque ce dernier serait directement basé dessus, capable donc d'aspirer le monde entier. Nous avons également fortement sous-entendu que l'expérience suivante qu'il mentionnait alors était probablement sa dernière expérience, celle qui échoua et qui mena à sa disparition totale et soudaine de la timeline. C'est très bien, mais on a beaucoup simplifié là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quelle fut l'erreur? Et pourquoi on en est là du coup? Pour bien comprendre ça, il faut faire un bilan de ce qu'on a déduit jusque-là sur avant sa disparition et sur après.
Donc avant, on sait que Gaster était scientifique royal, il travaillait au corps qu'il avait créé, vu son état actuel, plus que probablement dans le True Lab, d'autant plus qu'un possible fragment s'y trouve, indiquant un lien dans la salle des frigos. Et sa popularité auprès des gens étant assez en péril à cause des fausses rumeurs l'entourant, il a alors probablement créé la machine pour faire quelque chose de vraiment impressionnant. Et vous allez le voir, c'est vraiment impressionnant. Et clouer le bec à tout le monde si j'ose dire. Et après, on voit qu'il a soudainement disparu, personne ne se souvient de lui, même de son existence, que ce soit les gens qui auraient pu entendre parler de lui, ou ceux qui le connaissaient très probablement. Personne ne le mentionne jamais, et tout ce qu'il reste de lui, ce sont ses fragments, comme des souvenirs vivants et instables de son existence passée. La grande question c'est comment, avec les règles du monde d'Undertale, on est passé de ce point A à ce point B. Pendant longtemps, comme on vous l'a déjà expliqué, nous sommes reposés sur la théorie de la Fun Machine, qui considérait que cet événement avait en fait créé une centaine, voire plus, de timelines différentes qui expliquaient la présence ou non de fragments. Ces timelines étant des fragments de la timeline originelle, dans laquelle se trouvait le Gaster originel. Ou bien nous préférions ensuite une théorie dérivée qui disait que le Gaster originel avait soudainement disparu à cause d'un paradoxe temporel, créant ces fragments des anomalies. Wow, fais gaffe à ton vocabulaire là, on traite pas tout et n'importe quoi d'anomalie. Notre avis sur ce qu'est une anomalie et sur ce qu'est la solution a changé, en effet, mon cher Enzo. Enfin bon, le tout tournait autour du fait que Gaster devait avoir pu manipuler le temps, d'où l'idée de base que c'était ce que faisait la Fun Machine. Sauf qu'on sait maintenant que la machine ne servait pas à ça, donc on s'est mis à secrètement espérer la sauvegarde, tout en essayant de trouver une autre solution. Et cette solution n'était pas loin du tout en vérité. En fait, vous pourriez déjà la trouver sans aucun problème. On a déjà toutes les clés. Gaster possédait une machine capable d'aspirer le monde entier dans son expérience de l'entrée 17. On n'arrête pas de le répéter. Et on sait que l'expérience suivante fut fatale. Alors il semble logique que cette transition de l'avant-disparition de Gaster à l'après-disparition de Gaster vienne de la machine, le Gaster Gunner, comme nous l'avons nommé. Si le problème vient de là, c'est qu'au moins l'un des effets de cette machine amène à ce type d'observation. Alors il nous faut le vérifier, et puisqu'on ne peut pas le faire avec le Gaster Gunner lui-même, autant le faire avec ce qu'on a de plus proche, l'Hyper Gunner. Ce dernier aspire donc le monde de la même façon, ou presque, puisqu'on a ce twist possible que l'Hyper Gunner n'aspire que la détermination, avec en plus quelques restrictions. Puisque Napstablook, le seul à ne pas avoir été aspiré, on a déjà parlé de tout ça, témoigne être resté dans sa maison, donc la maison n'a pas été aspirée. Et vu qu'elle n'a pas les mêmes raisons que Napstablook de ne pas avoir été aspirée, eh bien ça pourrait vouloir dire que seule la détermination et les êtres de détermination sont aspirés. Une fois la détermination dans la machine, son pouvoir et la conscience de ses porteurs sont directement transmis à son possesseur, Azriel. Mais il y a une troisième chose à noter, la façon dont se comportent ces monstres aspirés. Parce que, en les observant bien, on se rend compte qu'ils agissent différemment d'habitude. Ils se comportent exactement comme avant de nous rencontrer. Papyrus veut nous attraper, Sens déprime dans son coin, Undyne veut nous tuer, Alphys déprime dans son coin, Toriel veut nous protéger, entre guillemets, même si ça veut dire nous blesser mortellement, et Asgore déprime dans son coin, mais veut nous tuer pour le bien des monstres, entre guillemets, encore une fois. Ce qu'on remarque ainsi, c'est que lorsqu'ils sont aspirés par une machine de ce type, les monstres oublient l'existence de tout ce qui n'a pas été aspiré, tant qu'ils restent dans la machine en question et ne sont pas affectés par autre chose, en tout cas. Vous voyez ce que ça veut dire pour Gaster ? C'est ça la grosse base de cette vidéo, ce qui va nous amener vers la conclusion du pourquoi et de toute l'histoire. En vérité, Gaster n'est pas mort. Il est encore là, quelque part en dehors du monde d'Undertale, probablement même en dehors du jeu de la Naming Dog. Et il observe. Il est mal poli de parler de gens qui nous écoutent, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que sont les fragments alors si ce ne sont pas directement des morceaux de Gaster ? Ce sont comme des morceaux de souvenirs du monde qui refont surface. Soit parce qu'effacer totalement l'existence de quelque chose ou quelqu'un n'est pas si simple, soit parce que, tout comme Frisk avec Azriel dans le combat final, Gaster essaie d'interagir avec le monde d'Undertale, essayant de rappeler à tous son existence, pour au final se reformer totalement. Parce que oui, l'erreur dans l'expérience aurait probablement été là. Il aurait aspiré le monde entier, volontairement ou non, sans capacité de le refaire sortir de la machine. Ce qui voudrait dire que nous nous y trouvons toujours, alors que Gaster et certaines choses, voire certaines personnes, les deux en particulier, tout dépend de si on considère que leurs fragments sont des morceaux de mémoire de Gaster ou directement des morceaux d'eux, se trouvent en dehors de tout ça, dans le void. Sur ce sujet, justement, était-ce volontaire ? Ça semblerait bizarre si ça l'était, donc voilà une solution hypothétique au pourquoi l'expérience aurait amené à ça. Ça reste hypothétique, encore une fois. Nous avons déjà fait le lien entre la détermination et la chaleur, et la dernière fois entre le void et le froid, qui les rend donc opposés. La détermination s'oppose au void.
ce qui se confirme quand on voit, et on va y revenir, que le pouvoir du reset et de la manipulation totale du monde apparaît quand un être possède énormément de détermination, alors que le reste du monde en a peu et s'approche du void. Le truc c'est que le void, littéralement le néant donc, s'oppose déjà au fait qu'il y ait quelque chose, ce qui laisse à penser que justement tout ce qui est détermination en d'infime quantité, mais en des quantités existantes quand même. Ce qui voudrait dire que Gaster aurait pu avoir un intérêt à essayer d'aspirer au moins juste la détermination, de façon à créer une puissance capable de traverser la barrière. Sauf que ça aurait évidemment mal tourné ici. Après c'est juste une possibilité, il y en a des tas d'autres, celle-ci gardant tout de même un certain sens dans l'histoire, puisque Gaster vivait, comme on va le réaffirmer, à une époque où les monstres pensaient impossible qu'un humain ne les rejoigne un jour, et ils se pensaient ainsi enfermés à jamais. Il y a cependant quelque chose qui devrait vous alarmer ici, et on en arrive enfin à la méga révélation qu'Enzul et moi-même ne pouvons plus nous retenir de garder. Quand Asriel avait aspiré tout le monde avec l'Hyper Gunner, il avait récupéré toute leur détermination. Mais alors Gaster? Oui, Gaster a atteint, en aspirant le monde, une puissance incroyable. Il a atteint le point absolu. La détermination du monde entier était, et est toujours, sienne. Bien que, de l'intérieur du jeu, on ne s'en rende pas totalement compte. Et si l'on en suit la logique qu'on avait appliquée jusque-là, avec toute cette détermination, il devrait avoir la sauvegarde dans le monde d'Undertale. Et ouais, on en avait même plus besoin, mais on dirait que nos espoirs de le voir avec ce pouvoir ont payé. Bon, si vous suivez ma chaîne, ce concept devrait pas être nouveau pour vous, puisque je vous l'ai déjà amorcé, et que c'est la première chose que je vous ai teasé en annonçant cette trilogie de vidéos. Oui, je tease la fin en premier, mais il n'y a plus de respect du tout. Il faut donc reprendre, à partir de maintenant, ce dont on parlait dans la seconde partie de l'épisode 8,999999, qui, avouons-le, était totalement une introduction au mystère de Gaster. Nous avions établi à ce moment-là ce que j'appelle la chronologie des files. On va réexpliquer ça rapidement. Dans le dossier local Undertale se trouve une flopée de fichiers nommés les files. Je préviens, je dis file à l'anglaise puis le numéro en français, parce que je fais absolument n'importe quoi de ma vie, lol. On a file 0, qui est la sauvegarde au point de sauvegarde, file 9, une sauvegarde automatique, et éventuellement, une fois que Flowey devient Photoshop Flowey et obtient donc la sauvegarde, file 8. Nous avions ainsi déduit que file 9 était le fichier de sauvegarde de Frisk, file 8 celui de Flowey, et puis en continuant, les files 2 à 7, ceux des 6 humains dont Asgore a toujours les âmes, et que Photoshop Flowey utilise durant son combat, ce qui nous laissait file 0 et file 1, donc deux fichiers de sauvegarde, alors que nous n'avions qu'une seule personne connue qui avait la sauvegarde, Kara. Mais avec Gaster, on est bon logiquement, non? Eh bien, ça va devenir plus qu'intéressant quand on va comprendre lequel des deux Gaster est. Il y a une vraie différence entre ces deux fichiers, file 0 et file 1. Le premier apparaît dans le jeu et a la particularité de se comporter de façon assez spéciale, puisque contrairement aux autres moyens de sauvegarde, on y vient, celui-ci requiert l'utilisation de points de sauvegarde, alors que le second n'apparaît pas du tout. Donc déduction. File 0 correspond à une sauvegarde assez spéciale, alors que file 1 n'est jamais utilisé par son porteur, de préférence parce qu'il n'est pas là, ce fichier n'apparaissant donc que dans les strings. Lequel est Gaster et lequel est Kara? C'est franchement pas évident à première vue, mais tu l'as déjà avoué dans ton premier épisode avant celui-ci Hype, Kara est file 1 et Gaster est file 0. Ce qui confirmerait en plus que Gaster a vécu avant Kara, sans le connaître. Comment on prouve ça? On sait, via Flowey par exemple, que la façon dont la sauvegarde fonctionne est assez simple. Chaque personne qui possède la sauvegarde, et qui a donc le plus de détermination à un moment donné, est liée à un file, un fichier de sauvegarde. Mais si quelqu'un absorbe cette détermination en d'assez grande quantité, la majorité de la détermination de la personne, disons, il obtient ce fichier de sauvegarde, en plus du supposé sien obtenu avec sa détermination à lui. Donc, en considérant que Gaster est file 0 et Kara est file 1, qui est assez contre-intuitif, nous sommes d'accord. Mais doit être considéré comme possible, il nous faudrait expliquer que nous n'avons pas accès à file 1, alors que Kara est avec nous, et prouver que Sans possède supposément le plus de détermination de Gaster via son lien de fragment, sachant que Papyrus marcherait probablement aussi, mais c'est pour l'exemple là, a un accès à file 0 également. Le fait qu'on n'ait pas file 1 alors que Kara est avec nous est possible, puisque Kara se comporte toujours pendant tout le jeu comme un être passif, il n'agit que très peu, même en génocide au final. Il faut peu de choses, servant principalement de narrateur. Parenthèse, oui je sais, blablabla, la théorie du Kara narrateur n'est pas confirmée, blablabla, on peut pas l'utiliser comme ça, blablabla. Non,
elle n'est pas confirmée à 100%, c'est vrai. Comme toutes les théories. Je comprends pas pourquoi vous faites une fixation là-dessus. Par exemple, quand on dit que l'esprit d'Azriel est dans Flowey parce que c'est poussière et donc sa détermination se sont déposées là, où les Golden Flowers ont poussé plus tard, à quel moment ça a été prouvé à 100% que c'était la raison pour laquelle il était dans Flowey? Et pourtant, aux dernières nouvelles, 100% des gens considèrent que c'est la vérité, non? Oui, c'est parce que c'est hyper probable. Eh ben, la théorie de Kara Narrateur, c'est exactement pareil. Quand on fait des théories, on essaie de construire des modèles qui s'approchent au plus de la vérité. On sait qu'on n'est jamais pile de chez pile sur ce qui est vrai, mais on essaie au maximum. Ici, on est totalement dedans parce qu'on n'a pas de meilleure explication, tout simplement. Et franchement, la théorie du Kara Narrateur fonctionne hyper bien. Il n'y a jamais eu de contre-argument vraiment embêtant. Et merci pour cette parenthèse des plus soudaine et violente mais importante, je vais maintenant finir ma phrase. Donc, puisque Kara est toujours passif, peut-être que son file l'est aussi en quelque sorte, et donc on ne l'utilise jamais parce que Kara n'agit pas vraiment. Ajoutons à cela la possibilité que la détermination de Kara soit autant avec nous qu'avec Flowey, et donc que possiblement personne ne prend jamais le dessus sur son file. Mais comment prouver que Sans a accès à file 0 ? En fait, c'est pas compliqué du tout. Quelles sont les particularités d'une personne qui a un file, c'est-à-dire qui a déjà eu accès à la sauvegarde? Encore une fois, Flowey a la réponse. Ce type de personne, premièrement, sait pertinemment qu'Undertale est un jeu, celui que l'Annoying Dog a créé, puis connaît tous les pouvoirs de la sauvegarde, logique puisqu'ils l'ont eu. Et pour finir, se souvient des resets. Et non les devine comme avec les autres personnages. Sans sait parfaitement que nous sommes dans un jeu, brisant le 4e mur comme bon lui semble, d'autant plus dans la Dirty Hacker Ending où il le mentionne directement. Et puis d'ailleurs, Papyrus aussi semble savoir que c'est un jeu, mentionnant souvent l'idée que nous sommes sur une mauvaise route, voire même que c'est une mauvaise fin. Il connaît parfaitement la sauvegarde puisqu'il a tout un monologue sur le sujet durant son combat au génocide, et dans une fin neutre où l'on ne sauvegarde pas une seule fois, il mentionnera ce pouvoir dans son ultime appel. Et pour finir, il ne se souvient pas des resets, à moins qu'il ne fasse que simuler. On ne va pas se mentir, dire un truc qui va à l'encontre du jeu comme ça, c'est quelque chose de très peu appréciable. Le truc c'est que d'autres choses nous le prouvent. Sans lit file 0 et sait pertinemment ce qu'on fait ou ce qu'on a fait en permanence. Bon, déjà passons sur sa précision totalement folle à décrypter les expressions du visage les plus stoïques du monde. Il faut savoir que Sans sait absolument tout sur nous. Ce n'est pas juste qu'il comprend la sauvegarde, c'est qu'il sait pertinemment vu comme c'est sous-entendu en génocide, puis le début du jeu que nous la possédons. Mais il ne faut pas oublier qu'il est le juge, c'est lui qui est capable de voir tout de notre partie dans le couloir final et qui nous annonce la fin qui nous attend. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'il peut tout simplement lire notre nombre de love, notre nombre de monstres tués, et même exactement quel monstre on a tué. Et s'il peut faire ça, c'est donc qu'il peut lire le seul endroit où c'est écrit « Notre sauvegarde ». Dernière chose, vous vous souvenez quand on vous parlait de la photo de nous et de nos amis qui se trouve dans son atelier? Devinez quand elle apparaît. Quand on termine une run, puis qu'on accède à l'atelier, et plus particulièrement parce que Toby aurait probablement galéré un peu plus pour le faire fonctionner uniquement pour ça, quand on fait la fin pacifiste, que cette photo est donc prise, puis que l'on revient voir son atelier au lieu de true reset. Sans garde des traces de tous nos mouvements parce qu'il lit notre file 0 qui est donc le fichier de Gaster. Partie 7. Anomalie. Et donc, si nous possédons le fichier de sauvegarde de Gaster, c'est que nous n'étions pas ce que nous pensions être depuis le début. Il est avec nous, et nous sommes l'anomalie. Et là, je sais déjà qu'on en a perdu beaucoup d'entre vous, alors du calme, on s'explique. Et suivez bien parce que c'est vraiment complexe. Que Gaster soit en lien avec nous a, en vérité, énormément de sens, rien que d'un point de vue du fait que l'Annoying Dog ait créé le monde d'Undertale dans notre jeu d'Undertale à nous. Puisque nous savons déjà que le corps Frisk contient l'esprit de Frisk lui-même, ou elle-même, comme d'habitude, celui de Kara et le joueur. Mais le joueur doit bien être quelqu'un dans l'univers du jeu, avoir une raison d'être là. Et donc, vous voyez où on va là. C'est pas pour rien qu'on dit toujours que file 0 est le file du joueur ou celui du monde. Il suffit que ces deux entités ne soient qu'une seule personne, Gaster. Outre l'argument de base que le joueur aussi parle avec les mains via son clavier et vient d'un autre monde, hors du jeu, on a des tas d'autres choses. L'argument principal se trouvant en debug mode, un mode où l'on peut contrôler le jeu un peu comme bon nous semble. Auprès de notre source d'argument préférée, le Gunner Kid. Je compte plus le nombre de fois où tu aurais été utile toi. Il se trouve qu'en debug mode, Gunner Kid a un dialogue totalement différent du jeu normal. Tu es un... aussi, hein. C'est une référence directe à une phrase du Monster Kid, tu es un enfant aussi, hein.
Mais ça devient très intéressant dans ce contexte-là, parce que si Gunner Kid nous dit ça, c'est en faisant donc référence à un autre personnage qui pourrait être Gunner Kid lui-même d'ailleurs, ou elle-même plutôt, qui serait la même chose que nous. Cette chose étant le mot remplacé par des points d'interrogation ici. Sauf que si c'est dit seulement en debug mode, c'est que c'est lié à cette situation et donc on parle ici d'un autre personnage qui aurait ces mêmes pouvoirs du debug mode. Et là on réalise. Et si les fragments avaient tous plus ou moins ce pouvoir-là? Ce pouvoir de transgresser les règles du monde de temps en temps et de le transcender. Et si c'était le debug mode? Par exemple, Sense qui passe de salle en salle comme bon lui semble. Eh bien, nous aussi on peut faire ça. Et là, vous comprenez mieux pourquoi dans le premier épisode j'ai lié le fun au terme Fragment Universally Numbered. Nous sommes comme eux, nous sommes casters, et eux le voient. Par exemple, avec le dernier indice sur Suzy que nous vous avions gardé bien au chaud. Une salle coupée du jeu du nom de Room Water Preburn, dans laquelle une petite fille, qu'on va tout de suite lier à Suzy, joue à attraper un insecte puis à le relâcher en bout. Si on voulait aller à fond sur la théorie du complot, on ferait le lien avec cette image officielle du jeu qui, pour le coup, est une des seules qui peut possiblement être considérée comme canon, ça reste à débattre, mais c'est l'une des principales candidates sur ce sujet-là. Mais en nous regardant depuis un autre point de la salle, et oui, c'est possiblement une autre personne qui nous parle, mais on va simplifier parce que ça change pas grand chose. Cette petite fille nous dit que nous devrions nous occuper de notre ami avec un sourire creepy derrière nous. Puis, quand on lui reparle, elle nous demande où cet ami est passé, puisqu'il aurait disparu. Sachant que ça ne peut pas être Kara, qui n'apparaît pas ainsi, à la limite en génocide, mais de toute façon il n'apparaît pas ainsi, Gaster semble être un excellent candidat, par sa liaison au fait de sourire et au fait de défier les règles de la réalité. Sans parler du fait que, tout comme Toby Fox lui-même, Redacted apparaît dans les crédits du Kickstarter, le plaçant au même niveau que Toby et les fans avant l'heure, des êtres de notre réalité à nous, ce à quoi le joueur correspondrait. Et donc ça semble évident une fois qu'on propose l'idée, nous jouons Gaster. On a passé jusque-là le fonctionnement exact de File 0 et en quoi il différait des autres files. Et ça a une importance capitale pour la suite, surtout quand on prend en compte que nous jouons Gaster. Il va nous falloir repartir sur la détermination pendant quelques minutes. Ce qu'on sait de la sauvegarde normale, c'est qu'on est censé pouvoir sauvegarder en permanence si on le souhaite, comme Frisk avec File 9 ou Flowey durant son combat qui sauvegarde quand il le souhaite. Et c'est logique. On est censé en avoir le pouvoir en permanence puisqu'on a le plus de détermination. Mais File 0 fonctionne autrement. On ne peut sauvegarder qu'au point de sauvegarde pour des raisons à première vue inconnues. Alors comment fonctionne un point de sauvegarde? La plupart des gens vous diraient que c'est une petite étoile qui nous donne de la détermination et nous fait sauvegarder en nous remplissant à nouveau d'énergie par le soin de nos blessures. Mais nous proposons l'inverse. Le point de sauvegarde ne donne pas de la détermination. C'est notre détermination qui le fait apparaître. Rappelez-vous encore une fois de l'interprétation B. Les sentiments forts dupliquent la détermination via la chaleur qu'ils génèrent. Et qu'est-ce qu'on a en général à un point de sauvegarde? La description de ce qui nous entoure, puis la phrase « Cela vous emplit de détermination ». C'est pas l'étoile qui le fait, c'est l'environnement justement. La preuve ultime, le point ne se garde avant le combat d'Undyne. Parce que si c'était bien ces points qui nous donnaient de la détermination, ils seraient toujours au même endroit, non? Eh bien, celui d'Undyne n'est pas au même endroit en génocide que dans les autres runs. Supposément de par la différence de nos sentiments, et dans ces 10 autres runs, il n'apparaît qu'après qu'Undyne nous ait fait son semi-monologue, quand elle nous invite à combattre, ce qui prouve le lien avec nos sentiments donc. Ce que ça veut donc dire, c'est que lorsque notre détermination augmente, nous pouvons sauvegarder. Et c'est là que la machine entre en jeu. Gaster avait la sauvegarde parce que sa machine lui permettait, et donc File 0 doit toujours marcher comme ça. Nous sommes toujours dans la machine puisqu'elle a aspiré le monde sans jamais le rejeter. Et donc une augmentation de la détermination peut être ce qui soit la met en marche, soit la réactive en mode sauvegarde. Mais ça va plus loin, parce que le numéro de File 0 sous-entend bien que c'était le premier fichier de sauvegarde, et donc que ça n'existait pas avant. Ajoutez au fait que la sauvegarde ne semble prendre en compte que ce qui se passe dans l'underground et pas à l'extérieur. Supposément parce que ça n'existe pas dans le jeu de l'Annoying Dog, mais dans la diégèse, possiblement parce que ce n'est pas dans la machine. Tout ceci sous-entend que Gaster a créé la sauvegarde, probablement via cette machine, qui s'activerait via un fort taux de détermination supposément. Ça nous permet aussi de répondre à une question qu'on se pose depuis toujours. Pourquoi les points de sauvegarde ont cette forme d'étoile scintillante? Parce que c'est donc lié à la lumière et que le Void, qu'on a déjà associé à l'absence de détermination, n'a pas cette lumière d'après l'entrée 17. Ce serait donc symboliquement lié à la détermination. Mais il reste une chose qui pousse le tout encore plus loin et nous fait finalement comprendre l'enjeu du mystère de Gaster. Si nous avons File 0, et que ce n'est ni Sense ni Papyrus,
Ça veut dire que nous sommes plus Gaster qu'eux, en effet, et pour cause. Nous ne sommes pas juste un simple fragment, nous sommes l'anomalie, le Gaster originel, celui qui se trouvait en dehors de la machine et qui, via Frisk, aurait retrouvé un moyen de revenir en ce monde. Qu'est-ce que c'est que cette anomalie dont je parle ? Sense en parle en génocide durant tout son combat. Il dit alors que leur rapport montrait une énorme anomalie dans l'espace-temps, des timelines sautant dans tous les sens, s'arrêtant et repartant, jusqu'à ce qu'un jour, tout s'arrête. Et il ajoute alors que tout ça, c'était donc nous, notre faute. Alors, il n'y a pas de débat là-dessus, tout le monde comprend qu'il part de la sauvegarde puis de la fin du monde dans un void. Ce qui se discute cependant, c'est qui est le nous ici, avec qui il a fait ses rapports. En tant que Gaster avec Suzy et Clamgirl, ou bien en tant que Sense avec Elphys. Difficile à dire franchement, mais mon problème vient d'autre chose. De quel événement parle-t-il exactement ? 99% des gens vous diront qu'il parle de la fin génocide qu'on va vivre quelques minutes plus tard, puisqu'il dit nous prévenir après tout. Mais ça ne me convient pas, sauf si le fait que Papyrus voit le futur, ou plutôt s'en souvienne, est plausible. Et croyez-moi, je crois pas que vous vouliez ça, hein. Comment ont-ils pu voir le futur ? Depuis quand c'est possible dans le monde d'Undertale de faire ça ? Je propose qu'on ait vu les choses à l'envers. Et si, ici, Sense savait pertinemment à qui il parlait ? Lorsqu'il dit qu'il pensait juste que l'anomalie voudrait se sentir bien où elle était pour se calmer, tout comme lui, mais qu'il se trompait, que l'on consumerait chaque monde un par un, et s'il savait qu'il parle au Gaster originel ? Et si c'était un combat contre lui-même qu'il livrait en vérité ? Le combat le plus intense de toute son existence, l'obligeant pour la première fois à avoir à nouveau de l'intérêt pour quelque chose et dupliquant sa détermination comme jamais vu auparavant. Ainsi, les rapports sur l'apparition de la sauvegarde suivie d'un grand void seraient en fait les suites de l'expérience de l'entrée 17. Juste une analyse de ce qui s'était passé. C'était toi. Et oui, c'était nous. L'anomalie. Gaster. Ce même personnage dont on ne peut avoir le nom dans le jeu. C'est presque le démon qui vient quand on n'appelle pas son nom, tiens. Celui-là même qui, on pourrait le dire, tomba dans sa création, sa machine. En tant que l'anomalie, il semble que nous étions destinés à réduire le monde à néant. Et c'est ici que le lien entre Gaster et le 6, et plus particulièrement le nombre 666, associé au diable et à la fin du monde, prend tout son sens. Dans les strings d'ailleurs, on retrouve au fil des versions différents démons, associés à une lettre A, B, C, X, etc., qui semblent obéir à un être inconnu, et que l'on a longtemps considéré comme des fragments, vu leur proximité du texte disant de garder les secrets que l'on trouvera pour nous, et celui qui check que l'on n'utilise pas le nom Gaster en début de jeu. Mais ça semble se confirmer avec cette phrase apparue brièvement aux côtés d'un des démons en version 1.5 puis retirée. He is, littéralement il est ou il existe. Sous-entendu qu'il est avec nous, Gaster est avec nous. Si vous souhaitez des preuves que il désigne Gaster, nous avons d'abord les phrases du Riverman qui insistent sur le fait que Gaster soit un homme, et surtout le Gaster's Theme qui a le nom Him dans les fichiers du jeu. Conclusion. Save him. Nous en arrivons donc enfin à la conclusion de cette gigantesque théorie. Qui était W.D. Gaster ? Le scientifique royal d'Asgore avant Elphys, un squelette d'une gigantesque ingéniosité, parlant en deux polices d'écriture, l'Aster et les Wingdings, accompagné de deux autres personnes, Suzy et la Clamgirl. Mais suite à une rumeur totalement fausse critiquant ses capacités, il dut trouver par vengeance au final un moyen de donner tort à tous. Il créa alors la machine, le Gaster Gunner, une formidable invention capable d'aspirer ce qui l'entoure. Mais cette machine alla beaucoup plus loin, aspirant le monde entier pour laisser Gaster enfermé à l'extérieur, dans le Void, un vide total et glacé, ce qui effaça la mémoire de son existence à tous, mais lui conféra un grand pouvoir via la détermination, celui de la sauvegarde qui fut ainsi créée. En essayant de revenir, petit à petit, de véritables fragments de sa personne se créèrent un peu partout dans le monde d'Undertale, les principaux étant Sans et Papyrus. Ces fragments cherchant tous intuitivement à ramener Gaster aussi, mais les plus malins se rendant compte du danger que cela représente. Car après tout, Gaster est l'anomalie qui a brisé le calme du monde d'Undertale, celui qui a créé un pouvoir dépassant le dieu et qui a déjà plongé le monde dans le noir complet une première fois. Ceci étant comme une promesse qu'un jour il recommencerait. Mais ceci serait sans compter la morale profonde du jeu. Gaster est revenu à travers nous, le joueur, et il est capable de comprendre son erreur. À travers le message de pacifisme d'Undertale, il peut enfin libérer les monstres en leur apportant à tous cette même morale.
Chacun a ses défauts et a fait ses erreurs, c'est inévitable. Mais il n'y a qu'à travers le pardon et le fait de répandre l'amour, avec une minuscule, autour de nous, que nous pouvons espérer que la violence s'arrête un jour. Et au final, en lui pardonnant, nous pourrons enfin le sauver. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé non seulement cette vidéo, mais aussi toutes les autres, que ce soit dans cette trilogie sur Gaster ou même dans ma série totale sur Undertale. C'est donc la fin d'un long voyage pour moi qui a duré pendant 1 an et demi avec chacun d'entre vous dans le monde de la théorie sur Undertale. Petit bonus pour vous d'ailleurs, voilà le schéma de la quasi-totalité de la théorie. C'est illisible sauf par moi, mais croyez-moi, ça a été bougrement utile pour écrire le script sans trop oublier de choses. Et donc, après avoir remercié Enzoul et tous ceux qui m'ont assisté dans cette théorie, j'aimerais remercier ceux sans qui je ne serais pas là, c'est-à-dire vous tous, sur un max de vos fanarts et Last Goodbye en fond, parce qu'on se met bien ici. Ce fut un réel plaisir pour moi de faire ces théories, et même si sur le moment je ne suis pas mécontent de prendre une pause parce que ça a été intense ces derniers temps, je sais bien que le fait de ne plus avoir d'idées, de théories sur le sujet, même si ça pourrait arriver un jour et redonner une vidéo, va beaucoup me manquer. Mais comme vous le savez, Undertale est loin d'être terminé sur ma chaîne, puisque le let's play devrait enfin reprendre et finir, et qu'une analyse complète du jeu en plus de 5 vidéos, je dirais, j'ai prévu 8 environ, est prévue. Et ce serait oublier le fait que, annonce spéciale, un live de commentaires de cette trilogie sur Gaster sera organisé sur ma chaîne YouTube ce samedi 4 novembre, et donc oui, c'est demain, à 18 h environ, pour répondre à toutes vos questions, approfondir certains sujets que nous avons abordés et vous donner des anecdotes sur ces vidéos. J'espère que vous y serez nombreux et dans le pire des cas, vous devriez avoir la rediffusion de toute façon. Enfin voilà. Si ce que j'ai fait sur Undertale, que ce soit aujourd'hui ou il y a 1 an et demi, vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager, surtout partager si vous voulez soutenir cette solution à Gaster, et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine sur des tas d'autres jeux, dans des tas d'autres vidéos. Captain Hype, out. Ce fut un plaisir.